Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, je suis en présence d'Antoine Chauffru qui va nous parler d'un sujet intéressant qui touche aussi à l'UX design, qui s'appelle donc le Candidate Experience. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent, enchanté. Merci de me rejoindre sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors du coup Antoine Chauffru, je travaille chez France Digital. J'ai une formation de psychologue du travail. Je sors de 2 ans de Leroy Merlin où j'ai designé l'expérience candidate expérience comme tu dis. Voilà. Et aujourd'hui je suis aussi candidate experience designer, mais qu'on pourrait aussi donner sous le nom de Head of Candidate Experience. D'accord. Chez France Digital. D'accord. Donc c'est un métier qui est peu ou pas connu en France. Je sais même pas si c'est un métier qui existe. D'accord. C'est l'étiquette que j'ai mis dessus en regardant un petit peu ce qui se faisait ailleurs et ce que moi je faisais. D'accord. Donc on va débattre sur ce sujet-là avec Antoine. Est-ce que tu peux rapidement nous dire ce que tu as fait combien de temps tu es resté chez Leroy Merlin et ce que tu as fait exactement ? Ouais. J'y suis resté à peu près 1 an et demi. C'était mon stage de fin d'études pour devenir psychologue du travail et ensuite ça a enchaîné avec une embauche. D'accord. Et l'idée c'est que je bossais pour la région parisienne, donc il y a 30 magasins. Et ma manager souhaitait un peu recréer l'expérience candidat. Elle souhaitait avoir des meilleures manières de recruter et qu'on soit à la fois plus efficace, qu'on fasse moins d'erreurs de recrutement et que ce soit beaucoup plus valorisant pour les candidats. D'accord. Et du coup, on a réfléchi à toutes les étapes de sélection, le parcours du candidat, comme par quel point il nous rencontrait, quelle information il recevait, et comment est-ce qu'on pouvait améliorer tout ça. D'accord. Ok. Donc, et comment que vous avez mis en place ça? Tu l'as travaillé tout seul ou tu as travaillé avec cette responsable RH? Alors moi, j'ai travaillé avec la responsable RH. Elle avait créé un workshop recrutement. D'accord. Et donc c'était ces personnes-là qui, au début, portaient le sujet, essayaient d'être moteurs, mais en parallèle de leur métier de responsable RH dans les magasins. D'accord. Et donc elles avaient déjà identifié les problématiques, en tout cas les points de frustration pour elles, au niveau soit des managers pour les recrutements, soit de la partie purement RH. Et moi je suis venu apporter mes outils de psycho du travail notamment, d'ergonomie, etc. pour voir c'était quoi les points de frustration pour les candidats cette fois-ci. D'accord. Donc, tu as utilisé des méthodes qu'on utilise en UX design, donc? Exactement, et je m'en suis rendu compte après. D'accord. Je ne savais pas forcément ce que c'était l'UX, je ne savais pas comment ça fonctionnait, quels étaient les outils, mais j'ai utilisé plein de choses qui me semblaient pertinentes, des choses que j'avais eues dans ma formation, des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure, et je me suis rendu compte que pas mal de choses que je mettais en place correspondaient à des méthodes UX. D'accord. Donc je me suis intéressé à l'UX, j'ai rencontré un petit peu... En parallèle de ton stage. Exactement, même un peu plus tard, mais en fait, faire des fiches de persona, à faire la roadmap de l'expérience, comment est-ce qu'on définit les besoins du candidat. Et à chaque fois, ce qui m'avait marqué, c'est le constat que j'ai fait. Je pense que c'est le constat le plus intéressant que j'ai fait dans ce post, c'est de dire tous les besoins qu'on a mis en avant jusqu'ici, c'est des besoins qui sont exprimés par les RH et de leur perception des choses. Sauf qu'elles ne sont pas allées questionner les candidats sur comment est-ce qu'ils vivent leur expérience, c'est quoi leurs pain points, c'est quoi les moments où ils ont le plus de plaisir À échanger exactement, à postuler, etc. Comment est-ce qu'on améliore toute cette expérience? Et du coup, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je me suis dit, l'expérience candidat, moi je veux énormément l'améliorer, sauf qu'au début, on ne prenait pas du tout en compte les candidats. D'accord. Ok. C'était nous, RH, on va dire, enfin ce workshop, qui projetait sur les gens, sur l'expérience candidat, sur etc., toutes leurs attentes, tout ce qu'ils pensaient, mais ils n'avaient pas forcément vérifié en posant la question, en faisant cette démarche de recherche, vraiment, cette démarche de recherche, ce qui était important pour le candidat et où est-ce qu'on pouvait améliorer le sujet. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous avez mis en place cette méthode et combien de temps ça vous a pris Alors, on a mis en place la méthode, on va dire par itération. On ne pouvait pas tout changer d'un coup, ça n'avait Bien pas sûr, de sens. Par contre, on s'était fixé une deadline donc à 1 an et demi à peu près, en D'accord. disant T'es resté combien de temps 1 an et demi en tout. Un an et demi, Ouais. d'accord.
Et en gros, moi j'ai mis en place le sujet, après j'ai formé 3 personnes qui m'ont remplacé et je suis parti à la fin parce que j'avais fini en fait, de changer l'expérience. J'étais plutôt content de moi et commençait à y avoir des bons retours. Et donc je me suis dit, bon, bah, je peux laisser le bébé, c'est à eux de le gérer. D'accord. Et donc comment on a défini tout ça, comment on est arrivé à tout ça, l'idée c'était de savoir, dans un premier temps, vraiment identifier le parcours candidat, en disant nos points de contact, c'est ça, ça, ça. C'est bête, mais avant, on arrivait que sur certains magasins de la région parisienne, il y ait 5-6 entretiens. Pour un candidat? Pour un candidat. Waouh. Mais pour un candidat, en plus, un employé logistique, Hmm. pas un candidat cadre, pas un candidat où il y a besoin de compétences extrêmement développées, D'accord. mais plutôt de dire, bah, en fait, on n'a pas la compétence de recruteur en interne, donc on préfère croiser nos regards, croiser nos ressentis, et un peu le faire au pifomètre, en mode, ah oui, je le sens bien, il a l'air sympa, je vais bien l'aimer dans mon équipe, donc je vais le recruter parce qu'il sera un bon élément. Hmm. Et en fait, donc il y avait ces 2 constats de départ, de dire, un, on ne sait pas du tout ce qu'est l'expérience candidat, et on n'a pas pris en compte leurs besoins, et 2, on recrute un peu à l'intuition, au ressenti, parce qu'on n'a pas vraiment de manière d'évaluer la compétence chez ces candidats. D'accord. Donc, plutôt que. En fait, c'est un peu le travail que. En tout cas, le travail que tu as mené, excuse-moi, c'est plutôt un travail de sociétés qui sont un peu expertes dedans, non? Moi, dans le recrutement, en tout cas. Oui, je n'irais pas jusqu'à dire que j'étais expert, mais en tout cas, c'était le regard qu'on voulait avoir. On D'accord. s'est fait aider par un cabinet de recrutement D'accord. sur ce sujet, mais c'était de dire, bah, en fait, la première étape, c'est peut-être vraiment de définir ce qui est vraiment important pour nous dans nos candidats. Donc, on a réécrit les fiches de poste. On a essayé de limiter au maximum le nombre de compétences qu'on cherchait et pour être vraiment sur du savoir-être, si tu veux. D'accord. Ce qui était vraiment important pour nous, c'était, on s'est rendu compte, c'est pas du tout la formation qu'ils ont eue, c'est pas les études qu'ils ont fait, c'est pas les expériences qu'ils ont eues jusqu'ici. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que les gens aient un bon culture fit. Donc comment tu vas évaluer le culture fit, etc. Et surtout, se retrouvent dans nos équipes, dans nos valeurs, dans la manière dont on fonctionne. Et donc ça, tu vas l'évaluer. Enfin, on est allé définir les manières de l'évaluer, qui D'accord. étaient totalement opposées à ce qu'on avait l'habitude de faire. D'accord. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous avez mis en place alors? Ouais, et ben on s'est posé la question. En fait, il fallait le définir en termes de parcours. Et donc, on a eu plusieurs étapes. 1, la présélection. 2, la sélection ou évaluation. 3, le closing. Donc, comment est-ce que vraiment, une fois qu'on a tout évalué, on réussit à prendre la personne, à lui faire signer le contrat. C'est quoi D'accord. les étapes? Qui est-ce qu'il doit rencontrer? Et après, il y a une vraie autre problématique qui est sur l'onboarding. Donc, comment tu accompagnes les gens quand quand ils arrivent chez toi, pardon. Comment est-ce que tu fais en sorte qu'ils se sentent bien, que ça soit dans la continuité des valeurs que tu as cherchées? Est-ce que tu dois du coup l'accompagner parce que, encore une fois, il a peut-être pas eu la formation, il a peut-être pas eu des expériences. Pour autant, s'il match vraiment avec tous nos critères, et ben, on a peut-être une manière différente de l'accompagner de ce qu'on faisait d'habitude. Et donc, c'est tout ce parcours-là. Toute cette chaîne, oui, d'accord. Et donc, la première partie, je pense que ça va être intéressant si on fait comme ça. La première partie, c'est transformer une personne en candidat. Et pour transformer une personne en candidat, il faut qu'il ait connaissance qu'on recherche, qu'on recrute sur les profils, qu'on ne recrute pas sur CV, sur expérience, etc., mais qu'on ait toute cette partie de sensibilisation, de délivraison de notre message, d'être connu, reconnu pour ces messages-là, qui était on ne recrute pas sur CV et on recrute tout type de profil. D'accord. Ça s'est passé par... Là aussi, on s'est fait accompagner par un cabinet de conseil RH, enfin de marketing RH en fait. D'accord. Et donc le grand topo de notre campagne de communication, c'était au revoir CV, bonjour personnalité. Sympa. C'était assez drôle, c'était court et efficace, je pense que ça se retient facilement. Et on l'a retrouvé donc dans tous les messages qu'on mettait sur les réseaux, dans tous les messages qu'on mettait en magasin, donc de la communication digitale et de la communication physique, offline. Et en fait, une fois qu'on avait donc ce premier point de contact, les gens jusqu'ici arrivaient sur l'ancien site carrière. L'ancien site carrière, c'est des sites des années 2000 avec 1000 champs. Il faut rentrer son CV et après vérifier que tout ce qu'on a rentré comme information. Je pense qu'on a tous à peu près vu ce genre de formulaire interminable et Exactement. où tu dois déplacer un élément pour ensuite valider et tu arrives en fait sur une nouvelle page dans un nouveau champ. C'est l'horreur, quoi. Voilà, ben, c'est exactement ça. Et moi, je m'étais dit, mais en fait, ce qui serait idéal, c'est de postuler en 2 clics. Tu rentres tes coordonnées, nom, prénom. On dit qu'on veut pas de CV, donc on prend pas de CV. Et nous, après, on trouve une manière de contacter le candidat. Et donc, de cette manière de contacter le candidat est arrivée notre deuxième étape, en fait, de OK, présélection.
Et la présélection, bon, on a aussi refait le site internet Mm. pour que ce soit beaucoup plus fluide, qu'on mette les bonnes infos au bon endroit et D'accord. qu'effectivement on réduise le nombre de clics et donc le taux de rebond D'accord. à chaque étape en fait. On pense vraiment à tout ça. Tout à l'heure je te parlais de la différence entre ce que le RH veut donner et ce que le candidat a besoin de savoir. On a énormément travaillé là-dessus en disant est-ce que ça a du sens qu'on mette comme d'habitude toutes les informations qu'on veut ou est-ce qu'on va plutôt partir du besoin du candidat pour mettre en avant les informations dont il a besoin. Et donc sur ce site, on a fait ce travail-là, on est allé chercher quelles sont les infos pertinentes, où est-ce qu'on les met, comment on les met en avant, etc. D'accord. Ok. D'accord. Avec un bouton Quick Apply un peu partout pour avoir un call to action qui soit assez fort et très visible. Et donc l'étape de la présélection, on s'est dit, bah ok, si on vraiment on ne limite pas le nombre de candidats qui rentrent, comment on fait pour sélectionner sur toute la région de Paris. Mm. Moi, tu vois, je suis resté 1 an et demi et je pense que j'ai reçu 15 000 candidatures. Ah oui, quand même. Ah oui, effectivement, d'accord. Ben, Oui, en fait, mais on a vu eu que c'était très ouvert, du coup. C'est ça. Et puis Leroy Merlin a une très très bonne notoriété. On est connu pour être un super bon employeur, comme Decathlon. C'est D'accord. tout le groupe de la famille Mullier et on a un petit peu cette culture-là. Enfin, on a tous cette culture-là. Et donc, on a vraiment beaucoup de visibilité, beaucoup de gens qui postulent. Il y a des gens qui postulent à plein de magasins. Leroy Merlin, les mêmes personnes qui postulent à plein de magasins, plusieurs postes et plusieurs fois dans l'année. Mm. Donc, des D'accord. gens qui finissent par avoir 80 fiches de candidature. Ok, comment tu traites ces gens-là? Comment tu traites les doublons? Comment tu traites tout? En fait, l'ensemble des gens qui postulent chez Leroy Merlin en Ile-de-France. Donc, je te disais 15 000 candidatures, il y a 30 magasins. Et moi, à l'époque, je travaillais seulement sur 5 magasins. Donc j'imagine bien qu'aujourd'hui, qu'ils ont déployé sur 30 magasins, ça doit faire, je sais pas, 100 000 candidatures. D'accord. Pour te donner un ordre d'idée, c'est énorme. ouais, c'est 1600 recrutements par an. D'accord. Donc il faut vraiment traiter du volume, quoi. Mhm. Et donc l'idée, c'était de trouver des outils qui puissent permettre de se traiter ce volume. Et on avait un partenariat de longue date avec Visio-Talent. Visio-Talent, c'est un outil d'entretien vidéo différé. Et donc nous, on pose des questions à l'écrit, 4 ou 5 questions, et le candidat se filme, répond, et en fonction de la vidéo, ben, on vient évaluer les critères, etc. D'accord. Pareil, avant que j'arrive, les critères d'évaluation étaient très subjectifs. Poser des questions du style quel serait votre super pouvoir, quelle serait Ouais. votre maison idéale, D'accord. c'est quoi votre image de Leroy Merlin. Et en fait, c'est des questions qui, même si elles visent à regarder comment le candidat réagit, est-ce qu'il se projette, est-ce qu'il connaît un peu Leroy Merlin, etc. Et c'est quoi peut-être ses valeurs. En fait, déjà, on peut évaluer tout et n'importe quoi avec. C'est que de l'intuition. Et à partir du moment où le mec dit, le candidat dirait, je sais pas, moi mon super pouvoir, vu que je suis en recrutement, c'est de sauver des gens, c'est de faire qu'il n'y a plus de faim dans le monde. Enfin, tout le monde a d'un coup des idées, des ambitions ultra nobles et très humanistes, ce qui est peut-être le cas dans la vraie vie, mais en vrai, c'est pas un Ouais, critère de sélection. c'est surjoué et puis c'est difficile à évaluer aussi. Ben oui. Et en quoi ça fait un bon conseiller de vente demain? En quoi ça fait un bon employé logistique? En fait, on n'en sait rien. D'accord. Donc, comme je te le disais, on avait vraiment redéfini quels étaient les critères clés. Et les questions qu'on a mis dans cette étape de présélection vidéo maintenant correspondent à ces critères clés, D'accord. avec une grille d'évaluation précise, une note de 1 à 5, etc. D'accord. Ok. D'accord. Et donc, quelle a été après l'étape suivante alors? Alors, donc là, on avait la présélection. D'accord. Une fois qu'on avait cette présélection, ce qui se passait avant, c'est que les gens rencontraient une ou plusieurs personnes. Parfois, ils avaient des entretiens collectifs, je vais y revenir. Parfois, des entretiens individuels. Là, on a dit, ok, maintenant, tout le monde va fonctionner de la même manière, ce qui veut dire qu'on a le même cadre d'évaluation. Bien sûr, ouais. Et en fait, c'est essentiel parce qu'une personne qui passe dans un magasin A, avant, il serait peut-être pas passé dans un magasin B. Pour autant, on cherche la même compétence, on cherche les mêmes types de personnes. Et maintenant, si on a tous la même grille d'évaluation de compétences, on peut avoir du coup une personne qui passe en A, elle passera en B normalement. D'accord. Et donc, on en est venu à proposer et à développer au niveau de la région un entretien collectif, plutôt structuré. Ça s'appelait Assessment Center. Et en fait, c'était des exercices, si tu veux, je vais te les raconter, des exercices qui visaient à toujours venir valider les compétences dont on avait parlé jusqu'ici. Et donc ne plus se fier à du ressenti, à de ah oui je le sens bien, il a l'air cool, mais d'être vraiment sur de la compétence, du truc précis, de l'évaluation concrète. D'accord. Pourquoi c'est essentiel? C'est essentiel donc déjà parce qu'on recrute les bonnes personnes, on fait moins d'erreurs de recrutement, mais surtout parce qu'au niveau du candidat aussi, c'est super valorisant. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire à la fin la réponse négative c'est non, on a trouvé un profil mieux,
et de ne pas savoir expliquer ce qui s'est passé, de ne pas savoir dire en fait il n'y a pas le feeling, parce qu'en fait c'est pas un critère d'évaluation le feeling. Ouais, absolument. Ouais. C'est de dire en fait vous voyez on venait évaluer la force de proposition, on venait évaluer l'autonomie, on venait évaluer peut-être la créativité, je te dis n'importe quoi. Et malheureusement sur ce critère et ce critère on vous a trouvé un petit peu en deçà de notre niveau attendu. Ce qu'on vous propose et ce qu'on peut vous demander d'améliorer peut-être, c'est ça. Les pistes qu'on vous donne d'amélioration sont celles-ci. Vous en faites ce que vous voulez. Oui, selon la fiche du poste. Ouais, mais même, j'ai envie de te dire, la personne, si elle a un poste pendant un an, ou si elle fait d'autres choses pendant un an, et qu'elle repose dans un an, et qu'elle a pris en compte nos remarques, peut-être qu'elle va revenir et qu'elle va être en fait réévaluée mieux, et que ça va correspondre à ce qu'on veut. Tout simplement parce que la personne aura travaillé sur ces sujets, et qu'aujourd'hui, elle serait peut-être possible à intégrer dans nos équipes, tu vois. D'accord, d'accord. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc du coup, si tu veux, je te parle des exercices en eux-mêmes. Je sais pas si c'est pertinent. Rapidement, ouais. Par exemple, avant que j'arrive, on faisait une tour en spaghetti, en chamallow. D'accord. Pour regarder l'esprit d'équipe, la créativité, la manière dont tu transmets ton information, le leadership que tu prends, etc. Sauf qu'avant, c'était surtout un moment drôle. Et on regardait les candidats comment ils étaient, on regardait comment ils sont en équipe, etc. Aujourd'hui, tous nos exercices, ils ont vraiment une grille d'évaluation. Encore une fois, je répète ça, mais c'est essentiel pour avoir un processus de recrutement qui est fiable. Oui, et puis surtout pour 100 000 candidats toute l'année, c'est essentiel, oui, absolument. Ouais. Pour traiter le volume de candidats, exactement. Oui, tout à fait. Exactement. On avait un autre exercice avant que j'arrive, que moi j'ai beaucoup aimé, et ça m'a un peu chagriné de l'arrêter, mais on avait une liste d'objets à emmener sur une île déserte, et à la fin, les gens devaient se mettre d'accord pour n'en choisir qu'un. D'accord. Alors, t'imagines bien la difficulté de choix, les gens qui ont leurs arguments, etc., qui ne sont pas forcément construits. Mais dire, attends, moi j'ai choisi le couteau suisse depuis le début, je le garderai coûte que coûte. Ou alors, non, moi je pense que le plus important c'est d'avoir un sac de riz, parce que sans nourriture, etc. C'était super intéressant à regarder comment les gens, notamment les commerciaux, vendent leurs idées, est-ce qu'ils sont dans l'accompagnement, est-ce qu'ils écoutent tout le monde, etc. D'accord. Enfin, c'était assez intéressant comme exercice. Encore une fois, si tu n'as pas de grille d'évaluation qui correspond à cet exercice, c'est compliqué d'aller chercher de la compétence. Oui, absolument, ouais, d'accord. Et donc l'étape suivante, après ça c'était quoi alors C'était un entretien, normalement le dernier entretien. Donc au lieu d'en avoir 5 ou 6, on en avait plus que 2, parce qu'on avait l'entretien en groupe et l'entretien individuel. Et du coup, l'entretien individuel, c'est soit avec le RH, soit avec le directeur du magasin. Et c'est vérifier les motivations, qu'il y a bien ce culture fit. Si jamais on a évalué des choses pendant la session collective, on vient soit reconfirmer, soit creuser sur certains points. D'accord. Notamment, c'est peut-être là aussi où le CV est déjà plus intéressant. Parce qu'on peut aller questionner le pourquoi vous avez arrêté au bout de 3 mois cette aventure, cette expérience. Qu'est-ce qui vous motive alors que vous venez, je sais pas, de Castorama à venir chez Leroy Merlin. Ou peut-être de Cuisinella, parce qu'ils ont des concepteurs cuisinistes. Nous, ça nous intéressait de les recruter à l'époque. Pourquoi vous passez de Cuisinella, qui ont un fonctionnement, par exemple, de vendeur à la commission, à Leroy Merlin, qui a un fonctionnement plutôt collaboratif, plutôt de prime générale, etc. Enfin, voilà, ça permettait d'aller creuser des points plus spécifiques. D'accord. Je pense que c'était vraiment intéressant, et en tout cas c'était nécessaire de le faire. Et du coup c'était un peu la dernière étape. Si jamais donc il avait vu son manager pendant les sessions collectives, que ça avait été validé, qu'ensuite il avait vu soit la RH, soit le directeur de magasin, soit les deux, que c'était validé, on pouvait le recruter. D'accord, ok. L'idéal était, notre roadmap c'était de dire jusqu'ici parfois notre recrutement il durait 4 mois. Parce qu'entre le moment où la personne postule et le moment où il est recruté, c'est super flou, on ne sait pas trop les étapes, on ne connaît pas le process. On fait ce que je te disais à l'intuition, on fait au nez, et du coup, c'est pas du tout clair. Aujourd'hui, on a 3 étapes. La personne arrive comme elle veut, elle fait sa vidéo, elle fait l'entretien collectif, elle fait l'entretien individuel, elle est recrutée. D'accord, donc ça, c'est quoi? Ça correspond plus à un mois, quelque chose comme ça? Même pas. Notre objectif, vraiment, c'est 10 jours. Moi, je l'ai pas tenu. À la fin, je l'ai tenu pour quelques candidats, pas tout le monde. Mais ça marche, c'est possible. Et surtout, à la fin, en fait... encore mieux, si tu enchaînes l'entretien collectif et l'entretien individuel, en fait, tu peux recruter la personne à la fin de la journée. Donc la personne s'est déplacée une seule journée, on a évalué les compétences qu'elle avait, et on peut lui dire, oui, on vous recrute en fait. D'accord. Et juste d'un point de vue expérience utilisateur, expérience candidat, c'est le mieux que tu puisses faire aujourd'hui. C'est sûrement un des meilleurs trucs que tu peux trouver sur le marché. Et surtout, encore une fois, parce que c'est concret, parce qu'il y a des choses précises qu'on va évaluer, on peut lui faire un vrai retour, et on n'a pas cette déception de se dire, soit j'ai pas de réponse,
soit j'ai une réponse qui est à côté du lot, soit en fait je sais pas comment me placer, je sais pas sur quoi j'ai été évalué. Et du coup, bah, c'était sympa. Et ouais, Leroy Merlin, ça a l'air trop cool comme boîte. Sauf qu'en fait, je sais pas comment me placer, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, moi-même je l'ai vécu, l'expérience candidat, quand tu ressors d'un entretien, de toute façon je pense qu'on l'a tous vécu, c'est de se poser toujours la question, comment on a été, comment ça s'est passé, quelle réponse on risque d'obtenir, etc. Puis il y a l'angoisse qui est générée derrière, etc. Alors qu'effectivement, si on a la réponse immédiate, ça peut être très intéressant, tout à fait. Bah, moi, du coup, comme j'ai eu une grosse expérience de recruteur, dans le sens où j'ai fait beaucoup de volume et je sais à quoi m'attendre, je sais ce que recherchent les recruteurs et j'ai une bonne connaissance de l'écosystème. J'aide beaucoup mes potes qui cherchent des jobs à, par exemple, bien faire leur CV pour donner la bonne information au Hmm. RH. Cette fois-ci, tu vois, c'est le schéma inverse, c'est de dire, bah, en fait, le CV, oui, il est censé représenter ta personnalité et qui t'es et tes compétences, sauf qu'il est à destination du RH, donc tu dois un peu te mettre à la place du RH pour dire ce que je dois mettre en avant, c'est ça, 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 et non pas ce que j'ai envie de mettre dans mon CV, c'est ça. D'accord, ok. Et est-ce que, donc là, tu nous as parlé un petit peu des parcours, des phases. Est-ce que vous avez créé des outils spécifiques ou, par rapport à cette nouvelle démarche? Alors moi à l'époque j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, enfin je l'ai évoqué, j'avais créé des personas. D'accord. Notamment c'était pour essayer de voir si on n'avait pas des leviers de motivation qui étaient différents en Est-ce fonction que, des est-ce personnes. que ça, les personnages, donc c'est des méthodes qui viennent de l'UX design. Est-ce que tu connaissais déjà les personnages avant ou c'est Eh bien, moi j'avais fait de l'ergonomie dans ma formation, d'accord, on m'en avait rapidement parlé, mais j'avais d'accord, pas forcément fait le lien entre l'ergonomie physique, d'accord, de comment on organise un bureau, etc., et d'accord, l'ergonomie digitale. Il y a un moment où je suis tombé sur des ressources du X, j'ai d'accord, commencé à m'y intéresser, c'est ce que je disais, d'accord. Ah euh, ouais. creuser de plus en plus et essayer de comprendre comment ça marche, c'est quoi l'UX. En plus, il y avait 1000 métiers, je comprenais pas enfin, au début, je comprenais pas vraiment et en fait, au fur et à mesure, plus je m'y plongeais, plus je me retrouvais dans ce que je faisais déjà, ou D'accord, alors ça enrichissait effectivement ma toolbox, quoi. d'accord, Et ok. donc, la définition des personas, ça m'a aidé à faire ça. Avoir les fiches de poste vraiment très précises en partant de modèles déjà existants, ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai essayé de faire un mix de tout ce que je trouvais en ligne et de voir comment ça s'appliquait à ce que j'étais en train de créer et est-ce que D'accord, ça améliorait les choses. Est-ce que ça m'aidait vraiment d'aller créer des personas. d'accord, Bah, il fallait que je fasse le test. Est-ce que ça m'aidait vraiment dans ma situation de faire une roadmap de l'utilisateur. En l'occurrence, là, oui, encore, ça m'a servi. Enfin, on a suivi pas une formation, mais une réunion où l'élite RH de Leroy Merlin au niveau national avait suivi aussi une formation en UX. d'accord, Et ils avaient regardé toute l'expérience candidat, etc. Mais c'était plutôt un test, eux, ce qu'ils avaient fait. Et ils nous en ont parlé parce qu'ils ont appris ce qu'on avait fait, nous, en local, enfin, au niveau régional. Ils avaient dit, ah, mais c'est exactement la même chose. ah, Euh, c'est marrant parce qu'ils avaient déjà pressenti que l'UX design pouvait intervenir au niveau RH ouais. avant même que vous, bon, peut-être en parallèle ou avant que vous travailliez sur le sujet, quoi. Alors, il me semble que là, ça avait été apporté par une personne qui fait l'UX, D'accord, par un agile évangéliste, enfin, c'est un design thinker, enfin, ce genre d'accord, de métier, quoi. d'accord, Et c'était lui qui avait dit, bah, regardez, on peut implémenter nos outils dans votre pratique. Je pense que ça demande beaucoup de recul sur sa situation en tant qu'RH, surtout que tu es quand même le nez dans ton métier tout le temps, bien sûr, hein. tu dois gérer 1000 sujets, en fait tu es la maman d'un magasin, un magasin c'est 200 personnes, les gens t'interrompent tout le temps, donc t'as pas de continuité, tu peux pas avoir de productivité intense, de deep work, ce genre de choses. Pour autant, tu as 1000 choses à faire. D'accord, Et donc, je pense que c'était difficile à l'époque pour les RH de se poser ces questions-là. Il fallait une ressource extérieure, moi, ça a bien marché, qui était en mode gestion de projet, mais ça aurait aussi pu être un vrai UX designer en mode bon, écoutez, je vous ramène toute ma boîte à outils, je vous ramène mon expérience, et on regarde comment est-ce qu'on fait au mieux l'expérience candidat chez Leroy Merlin. hmm. Après, je pense qu'il aurait peut-être été nécessaire que ce soit quelqu'un qui, en tout cas, si c'était un UX designer, qu'il y ait quelqu'un qui soit plus que senior pour pouvoir avoir lui aussi du recul et Ouais. apporter ses méthodos dans cette nouvelle expérience, dans ce nouvel environnement. Parce que je pense que quelqu'un de junior aurait été trop plongé au même d'appliquer certaines méthodes qu'il aurait appris à l'école et des choses comme ça.
Mais effectivement, c'est super intéressant de voir que finalement, l'UX design peut s'appliquer à différents univers. Et, Tu vois, ça me fait penser à. J'ai un de mes meilleurs amis qui est aussi fait psychologue du travail. Et il a fait son mémoire de fin d'études sur les leviers d'engagement, enfin, la création des leviers d'engagement et la motivation. Voilà. d'accord. Et du coup, tu vois que par exemple, il y a le besoin de reconnaissance, enfin les différents besoins d'utilité, etc. Et ça, c'est des outils, par exemple, de psycho du travail, qui peuvent être utilisés en marketing pour faire adhérer encore plus le candidat ou l'acheteur, le client, etc. Hum, hum. Et je pense que la vraie richesse dans nos métiers aujourd'hui, etc., c'est qu'on a tellement de spécialistes, c'est trop intéressant de faire les ponts entre les sujets. Utiliser des outils de psycho et voilà, psychologie sociale, théorie de l'engagement, etc., pour voir comment est-ce que tu peux mieux passer ton message, avoir des meilleurs candidats qui te correspondent plus à ce que tu recherches, etc., et qui vont être bien motivés par ta boîte, c'est trop intéressant. De la même manière qu'utiliser des outils UX pour avoir un meilleur parcours candidat, perdre moins de candidats en route, avoir un taux de rebond plus bas, etc., c'est trop intéressant. Aujourd'hui, designer un site internet sans prendre en compte tous ces outils et toute cette expertise, par exemple, je trouve que c'est une vraie bêtise. Euh, Typiquement, si moi je fais un WordPress demain, bah en fait j'y connais rien. Hum. Et même si je sais à peu près l'arborescence que je voudrais, je sais ce que je veux mettre en avant, bah en fait le parcours utilisateur, lui, j'y connais rien. Hum, hum, Et aller chercher tous ces sujets qui sont très divers, mais qui au final enrichissent le même objectif, je pense que c'est vraiment la plus-value qu'on peut avoir aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais du site de recrutement RH que vous aviez refait. Est-ce que c'est toi et les gens des RH qui avaient retravaillé sur les parcours, je sais pas, on va dire les wireframes ou les différents parcours que vous avez créés Ouais, pour ce site, ouais. ouais. Et D'accord. là, je pense que c'est un peu une de nos erreurs, je sais pas, mais en tout cas, on s'est fait accompagner par Visio Talent, donc qui était l'étape de présélection vidéo. D'accord. En l'occurrence, ils avaient la compétence techno de nous créer un site. D'accord. Donc on a dit, bah écoutez, on vous fait confiance, on va le faire ensemble. Et donc moi, je me suis chargé de designer le site avec le chef de projet de chez Visio Talent. Donc, quand tu parles de design, on parle bien de conception, en fait. Ouais, de D'accord. conception. D'accord. On parle pas d'UI design, c'est-à-dire les couleurs, etc., etc. Non, après, on avait une charte graphique à respecter, donc D'accord, ça, ok. c'était déjà défini. D'accord. Pour autant, c'était plus vraiment le parcours, l'arborescence. D'accord, Qu'est-ce qu'on ok. met dedans, comment, La quelle forme ça conception, prend. d'accord. Exactement. Là, je découvre, enfin, je connais pas trop tous ces termes, mais c'est-à-dire, bah, en fait, encore une fois, quelle est la bonne information à faire passer, comment on la fait passer, et du coup, est-ce qu'on n'a pas besoin. Enfin, je pense que le vrai risque, en tout cas en RH, c'est de vouloir tout donner, trop donner, et D'accord. tout de suite. Mhm. Parce que tu es très fier t'es en interne, tu es très fier de ta boîte, donc tu dis bah ouais mais on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'est trop bien, venez, rejoignez-nous. Sauf que tes candidats, en fait c'est d'un coup beaucoup trop d'informations, trop Ouais, de ils n'ont choses. pas forcément besoin de recevoir tout ça d'un seul coup. Tout d'accord. J'ai un très bon exemple sur l'information que veut donner ou ne veut pas donner le RH, la paye, la rémunération. La rémunération aujourd'hui tu as des moyens de le trouver sur internet. Indeed ou Glassdoor font ça très bien, ils font un recensement de toutes les rémunérations pour les métiers et par région, donc c'est super transparent. Et tu peux aller voir par exemple la page Leroy Merlin de Glassdoor et tu as tous les salaires. Surtout que c'est des grilles de salaire, donc c'est facile à faire. Pour autant, les RH veulent toujours pas mettre le salaire sur les fiches de poste, sur les job offers. Mhm. Pourquoi? Parce que on recrute pas pour un salaire, on veut pas des gens qui sont motivés par l'argent, etc. Et pourtant, c'est un élément qui est essentiel et important Bah ouais. sur une fiche de poste, on le sait tous. Ouais, tout à Voilà. fait. D'accord. Et tu vois, dans ma nouvelle expérience, donc là chez France Digital, je tiens une newsletter talent pour mettre en avant 2 profils par semaine. Et une des premières questions que je pose, c'est quoi vos prétentions salariales? Parce que en fait, si je le mets pas en avant, les gens vont potentiellement être contactés par l'ensemble des gens qui sont intéressés par le profil. Sauf que si la moitié de ces gens-là passent même 20 minutes au téléphone avec lui pour qu'à la fin il lui pose la question au fait de vos rémunérations et un peu de manière un peu taboue, enfin tu sais c'est compliqué comme sujet. Si la moitié des gens qui l'ont contacté sont pas en accord avec ces grilles, enfin cette grille salariale, ces prétentions, bah, la personne elle a perdu énormément de temps. Et Ouais, le tout à fait, recruteur comme candidat d'ailleurs. Donc en fait ça c'est un vrai sujet par exemple la rémunération. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des erreurs et des difficultés que tu as rencontrées durant cette année et demie ou cette création de ce parcours ou de cette expérience?
Bah, du coup, je pense qu'une de nos erreurs, ça a été de ne pas faire assez de lien avec le terrain. Tout le temps tester, tester, tester. On met un truc en place, il faut qu'on le confronte au candidat. Mm. On a toute une nouvelle manière de recruter. Est-ce que derrière, il n'y a pas une manière d'évaluer leur expérience? Mais alors du coup, peut-être là c'est un peu particulier parce que ça voudrait dire que vous auriez fait appel ou vous faites appel à des candidats testeurs. Oui, ou juste peut-être une sorte de questionnaire d'évaluation à la fin. Ou même D'accord. en déclaratif, en fait. Moi, je m'en fiche, j'avais juste besoin de collecter de la donnée sur les retours utilisateurs. D'accord, ouais. Et ça, en fait, moi, je m'y suis pris très tard. Et C'est-à-dire à la fin du processus? ouais, une fois qu'on avait mis les choses en place, je disais, au fait, du coup, bah, merci beaucoup d'être venu à l'entretien, et je leur expliquais la suite du process, que ce soit positif ou négatif, et je disais, au fait, est-ce que vous êtes tombé sur notre nouveau site internet? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ensuite, qu'est-ce que vous Ouais, avez pensé c'était de la beaucoup plus sélection? corporate que par rapport au propre poste ou au propre feeling ou Ouais, du ressenti du candidat. ouais. Et il y avait aussi la partie de, ok, vous êtes passé en entretien collectif, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'accord? Et ça, tu vois, par exemple, on s'est rendu compte qu'on avait une moins bonne note, on était moins friendly, moins sympa qu'avant, avec ce nouveau format. Pour autant, c'était beaucoup plus concret, parce qu'on évaluait de la compétence. D'accord. Ok. Et donc, ouais, je pense qu'il aurait été très intéressant, a posteriori, c'est facile à dire, mais Hmm. à chaque fois qu'on changeait un petit truc, faire du A/B testing, quoi, et dire, bah, ok, notre version A c'était ça, on a eu ces retours, version B c'est ça, et on met on fait un seul petit changement. Parce que si on teste avant et si on teste une fois qu'on a tout changé, bah, on ne sait pas vraiment ce qui change l'expérience, on ne sait pas ce qui change l'appréciation du candidat. D'accord. Ça, tu as détecté ces erreurs-là durant ton stage ou c'était vraiment après ou a posteriori comme aujourd'hui? Bah, en fait, mon stage a duré 6 mois et après j'ai eu D'accord. un an d'embauche en fait. D'accord. Donc pour moi, c'est pas dissocié, c'est vraiment un projet qui a duré 1 an et demi. D'accord. J'ai eu la chance de l'enchaîner en mode fin de mes études, etc. Mais je l'ai détecté tout au cours. Et à la fin, je me suis dit, mais mince, depuis le début, je rabâche que je suis à fond dans l'expérience candidat, je le mets sur mon étiquette LinkedIn, je me décris comme CX designer. D'accord. Et en fait, depuis le début, je fais pas la moitié de ce que je devrais faire. Et ça m'a vachement perturbé parce que je me suis dit, mais tu prêches la bonne parole et tu essaies d'évangéliser les gens autour de toi, tu essaies d'en parler au RH, au manager, pour qu'ils comprennent ce que tu fais, qu'ils aillent dans ton sens, qu'ils comprennent l'intérêt que ça a pour le candidat aussi. Sauf que toi, t'es pas capable de faire les bases, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place alors pour contrebalancer? Et bah, c'est là où j'ai commencé à vraiment être beaucoup plus regardant sur les appels que je faisais à la fin en disant, ok, qu'est-ce que vous en avez pensé? L'ergonomie du site, est-ce qu'il vous a manqué de l'information? Est-ce que vous avez eu de l'information en trop? Est-ce que je faisais très attention aussi au point de contact. Donc, à quel moment on vous a contacté, la différence de date entre le moment où vous avez postulé, le moment où on vous a contacté, le moment où vous êtes passé en session de recrutement. D'accord. C'est parce que moi, c'était la partie dont j'étais en charge. Et la deuxième partie, c'était bah, une fois que vous avez validé la session de recrutement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que vous avez eu un, deux ou trois rounds d'entretien? Et là, c'est à la charge du magasin, mais du coup, ça respectait pas forcément le cahier des charges. D'accord. Combien de temps ça leur a pris à vous proposer ces entretiens? Est-ce que vous êtes passé très rapidement? Est-ce que vous êtes passé au bout d'un mois? Dans ce cas-là, c'est normal qu'on perde les bons candidats. Ils ont déjà postulé ailleurs et ils sont déjà recrutés ailleurs. Comment est-ce qu'on réduit ce temps? Comment est-ce qu'on fait de la sensibilisation des comités de direction pour qu'ils soient meilleurs, etc. D'accord. Ok. C'était toutes ces questions en fait. Quelle réussite, on va dire, es-tu plutôt fier sur cette expérience, pardon? Et bah, déjà, j'ai adoré la boîte. Enfin, c'est D'accord. bête, mais moi, c'était ma première expérience professionnelle et tomber dans une culture de boîte qui est aussi bienveillante, aussi tournée vers l'autre, vers l'humain, etc. Et que c'est pas du bullshit, c'est pas des fausses informations, c'est vraiment comme ça qu'ils le vivent au jour le jour, avec des actions du quotidien, des acteurs qui le prouvent tous les jours. Pour moi, c'était une vraie réussite, mais plutôt perso. Sur la mission, bah, au final, je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, la région parisienne, donc c'est 30 magasins, ce que je te disais, 5000 personnes et 1600 recrutements par an. C'est plus de CV pour le recrutement. C'est normalement un process de recrutement qui est passé de 4 mois maximum à normalement 1 mois maximum maintenant. Enfin, en vrai, si t'as pas de CV, déjà t'as moins de discrimination. T'as pas de gens, ah bah lui il habite dans le 9-3, c'est plus compliqué. C'est très parisien comme problématique. Oui, non, mais c'est vrai, oui, tout à fait. Etc. Et du coup, ça laisse sa chance à tout le monde. Moi, c'est un truc auquel je crois fortement. C'est que si on est centré sur la compétence, bah, ça pourrait être n'importe qui. J'ai un très bon exemple au magasin de la Madeleine qui a ouvert l'année dernière. Ils ont recruté un photographe.
un mec qui était photographe pendant 40 ans et il a 55 ans, 56 ans. Et donc il s'est dit, bon, bah, il me reste 8 ans de vie professionnelle, je suis un peu fatigué de la photo et je veux pas me relancer dans un super gros truc. Pour autant, ça me met un peu en stress parce que à mon âge, on trouve difficilement du boulot. Si on ne prend pas sur CV, on prend que sur personnalité, culture fit, compétences, ce genre de personne, on peut l'avoir. C'est trop intéressant parce qu'il est senior, il a un peu plus de recul sur sa situation, il va pouvoir aider à former les juniors, il va avoir un autre regard, il va peut-être aller chercher aussi un type de client différent. Et donc de cette diversité, créer aussi de la vraie valeur pour les clients parce que plus ton équipe est diverse, et ça se voit dans tous les corps de métier, hein, mais plus tu es compétent au final et plus tu as de la performance. D'accord. Et une autre chose dont je suis très fier, mais c'est pareil, c'est plutôt à titre personnel, c'est d'avoir réussi à transmettre ma vision aux 3 personnes que j'ai formées, qui m'ont remplacé. Donc il y avait 2 personnes qui venaient de cabinet et une personne qui venait de l'interne, qui était sur un magasin avant, en formation pour être futur responsable RH. Et d'avoir réussi à les former sur la partie opérationnelle, les outils, etc., mais surtout à leur transmettre ma vision et de pourquoi j'avais mis autant d'importance à ces trucs-là. Après, j'étais pas tout seul, hein, c'est le workshop recrutement, c'est aussi ma manager de l'époque. Mais moi, j'étais vraiment dans le day-to-day, dans l'opérationnel, et en fait, c'est ce que je te disais au début, tu peux vite te faire avaler. Comment tu gardes de la distance et de la hauteur pour amener ton métier à ce qu'il va être demain, tu vois. D'accord, ok. Très intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de cabinets de recrutement avec qui vous avez travaillé. Ouais. Est-ce que ces cabinets connaissaient le candidate expérience et est-ce qu'ils ont évalué ces problématiques? Est-ce que comment ça se passe chez eux? D'après ce que toi, tu as pu voir avec les cabinets avec qui vous avez travaillé. C'est une super question. Je te disais que j'ai un gros réseau recruteur, donc je connais pas mal de gens qui sont en cabinet. Effectivement, je pense pas qu'ils l'entendent dans ce terme-là. Pour autant, leur objectif, et vu qu'ils fonctionnent à la com, c'est de placer des gens. Pour placer des gens, c'est bête, mais tu dois être super réactif. Tu dois faire en sorte que les candidats que tu rencontres soient rencontrés ensuite par des managers le plus rapidement possible et soient recrutés le plus rapidement possible. Ce qui veut dire que parce que ton objectif est de faire du chiffre et ton objectif est de placer des gens, tu es obligé de condenser le parcours de recrutement, tu es obligé de penser à tout ça, d'être le plus efficace dans l'information que tu transmets et en même temps le bon mix entre du coup information et séduction. Et je pense que ça c'est vraiment très intéressant parce qu'ils ne sont pas forcément posé la question du X, ils ne sont pas posé la question de parcours candidat, etc. Pour autant, c'est des choses qui sont vraiment essentielles chez eux. S'ils veulent faire des sous, il faut qu'ils placent des gens. S'ils veulent placer des gens, il faut qu'ils soient impactants, réactifs, très rapides et séduisants. Est-ce que, Antoine, tu te définis aujourd'hui comme designer au niveau de l'expérience candidat? Alors, je pense que dans mon ancienne expérience, je l'ai été énormément. Au début, j'ai pensé que dans celle-ci, je le serais moins. Et en fait, je suis parti exactement du même constat chez France Digital. C'est que moi, je représente aujourd'hui l'écosystème de la tech en France. D'accord. L'idée, c'est de faire vraiment rayonner cet écosystème pour créer les champions du numérique de demain. Et donc, tous les jours, je fais en sorte de mettre en avant les candidats. Ce qui veut dire mettre en avant leur culture, ce qu'ils recherchent eux, ce qui vraiment va les intéresser dans un recrutement et non pas ce que la boîte peut proposer. Comme je représente plusieurs boîtes, comme je représente un écosystème en entier, pour te donner une idée, ma newsletter part à 300 personnes, que ce soit des fondateurs de start-up ou des RH. Et donc, je pars vraiment du besoin des candidats et de dire, ok, les questions que je vais vous poser, elles me servent à savoir vers quel type de boîte je peux vous orienter. On parlait tout à l'heure du salaire, c'est important, mais c'est qu'un détail, tu vois. C'est de savoir, c'est quoi l'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer. J'ai de plus en plus de gens qui me disent moi je veux rejoindre des boîtes qui ont un impact, que ce soit social ou environnemental. Et moi c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, donc je les mets beaucoup en avant. D'accord. Donc l'environnement, c'est quel type de mission vous souhaitez faire. Tout à l'heure je t'en parlais de dire peut-être alors on va rentrer dans des termes techniques, mais peut-être qu'un CFO, donc la personne qui s'occupe des finances d'une boîte, des levées de fonds, des acquisitions, etc. Dans une certaine boîte, elle va pas du tout avoir les mêmes missions que dans une autre boîte. Et donc, comment est-ce que moi je retranscris ça au RH en disant les missions qui l'intéressent, c'est ça. Ce qu'il a envie de faire, c'est ça. Il veut accompagner une boîte sur ces parties-là, etc. Donc, tout mon métier aujourd'hui est de bien évaluer les besoins des candidats, les envies, et de le retranscrire de la meilleure manière pour le RH qui derrière va
le traduire en termes de sa boîte, tu vois. D'accord, ok. D'accord. L'expérience candidat pour moi aujourd'hui, et l'expérience idéale, c'est celle que j'essaie d'animer tous les jours, et ça va du coup répondre à ta question. J'ai un très bon exemple, c'est super parlant. Le jour, je rentre chez moi, je croise dans l'escalier mon voisin qui a un pull de la Schema Business School et je vois marqué dans son dos marketing digital. Je sais que j'ai un besoin, le jour où je l'ai croisé, je savais que j'avais un besoin dans une de mes boîtes identifiées sur un profil junior en marketing digital. Donc le mec, je lui dis, excuse-moi, je suis ton voisin, j'habite juste au-dessus, est-ce que tu cherches un boulot en ce moment? Oui, non, etc. On parle un peu. Au final, il cherchait un emploi, il cherchait, etc. Et du coup, moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas l'expérience qu'on est idéale? C'est-à-dire qu'on rencontre des gens tout au long de notre vie, autant faire en sorte de connecter ces gens-là à des projets qui peuvent leur plaire. Toute mon action aujourd'hui, toute mon action chez France Digital, mais même en général, à titre personnel, c'est, je pense, ma mission, tu vois. Et j'ai fait un travail pour l'identifier. C'est de dire, je connecte des gens avec des projets qui pourraient les intéresser et faire en sorte qu'ils vont s'épanouir dans ces projets-là. Bien sûr, ouais. Tu vois, en ce moment, je vais à beaucoup d'événements, soit des petits déjeuners, soit des after-work. Je suis persuadé que la visibilité online et offline, c'est aussi important. Et l'expérience candidat est encore meilleure si tu es en offline. C'est rencontrer quelqu'un, du coup, à un verre juste après une conférence sur les... tu vois, j'étais à une conférence sur les bullshit jobs chez The Family la semaine dernière, D'accord. ou il y a 2 semaines. Et en fait, à la fin, tu bois un verre et en fait, tu approches des gens que tu ne connais pas. Tu leur dis, ok, pourquoi tu es là, etc. Généralement, sur ce genre de... si tu identifies correctement les endroits où tu vas, c'est des gens qui vont soit rechercher de l'emploi, soit être dans le secteur d'activité que tu recherches. Et donc, encore une fois, je prends l'exemple du CFO. Si tu vas à un événement sur la finance et sur les CFO, possiblement, tu vas rencontrer des gens qui sont intéressés, en recherche d'emploi ou Exactement. en recherche d'évolution de poste, etc. Et quoi de mieux, je pense, au point de vue expérience candidat, d'être sur ce genre d'événement, de se faire approcher par un mec qui est intéressé par son profil, qui va vraiment s'intéresser à lui ce qu'il veut et non pas ce que lui peut lui proposer. Moi, je suis pas recruteur dans le sens où je suis pas payé par rapport aux gens que je place. J'ai pas un objectif de gens à placer. Mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte de connecter des gens et des bonnes idées et de faire rayonner l'écosystème. Donc, il faut que je sois connu, reconnu. Il faut que j'ai une partie un peu d'évangélisation, mais j'ai toute cette partie de juste je vais rencontrer des gens, je vais leur parler de ce qui leur plaît et je vais voir comment est-ce que je peux les aider sur ces sujets-là. D'accord, c'est vraiment intéressant parce que c'est une approche de recrutement qui est, je pense, qui est intéressante, innovante aussi, et je ne pense pas que ça se fasse beaucoup ailleurs. Est-ce que comment tu traduis aujourd'hui toutes tes connaissances en UX? Comment tu les as traduits aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien dans ton travail? Alors, du coup, j'ai essayé de me créer au fur et à mesure un peu une toolbox. D'accord. On a beaucoup parlé des personas, ne serait-ce que trouver la bonne manière, le bon persona qui va bien matcher avec tes besoins, ce que tu as envie de mettre en avant, c'était déjà compliqué. D'accord. Et forcément, ça s'aiguise au fur et à mesure. Il y a un truc qui me parle beaucoup, dont je me sers pas mal en ce moment, c'est le business Canva, je sais pas si tu connais. Non, mais tu peux Et nous en en parler. gros, Ouais. c'est une manière de pitcher ta startup en une page, D'accord. avec le client, le message qu'on cherche à faire passer, la manière dont on va faire payer les gens, enfin toutes les différentes étapes auxquelles tu dois réfléchir si tu veux lancer ta boîte. D'accord. Et en fait, je l'ai transformé un peu ce truc-là en disant, ok, si demain tu veux designer ton job idéal, est-ce que tu peux pas répondre à ces questions aussi, tu vois? Et en fait, au lieu que ce soit le client, c'est plutôt ton équipe. Au lieu que ce soit la manière dont tu fais de l'argent, c'est plutôt est-ce que typiquement tu vas être en freelance, en indépendant, en part-time, En remote ou des choses comme ça. Exactement. D'accord. Exactement, c'est très intéressant. Il y a un truc auquel je crois beaucoup, on s'écarte un peu, je suis désolé, mais c'est Vendredi. C'est une boîte qui fait en sorte que ses partenaires, par exemple Google, les gens travaillent 4 jours chez Google et 1 jour pour l'entreprise Vendredi, qui replace les gens dans une autre société à impact. D'accord. Et donc, est-ce que ça rentre peut-être aussi enfin, c'est important pour la personne. Est-ce qu'elle veut un taf avec un sens? Et si elle veut du sens dans son travail, est-ce qu'on a besoin que l'entreprise ait du sens? On a besoin que son boulot dans l'entreprise ait du sens? Ou est-ce qu'on peut lui proposer une alternative qui fera sens pour lui? D'accord. Intéressant, effectivement. Et ça peut se faire en France, ça. Ouais. D'accord. Et je pense de plus en plus, je pense vraiment sincèrement que c'est le futur de l'emploi. Parce que, comme je te disais, les ingénieurs dans des boîtes de conseil, va y en avoir de moins en moins. La génération qui arrive,
elle ne parle que d'impact, elle ne parle que d'environnement, de transition écologique, de choses qui ont du sens. Pour moi, et c'est une expression que j'emprunte à mon meilleur ami, mais qui est pour moi vraiment évocatrice de sens, c'est que ces gens-là, et je ne dénigre pas leurs compétences et ce qu'ils font, mais c'est des pimpins dans une pimpinière, ça pourrait être n'importe qui. En fait, parce qu'ils sont dans ces grosses structures et parce qu'ils ont l'habitude de changer tout le temps, bah, j'ai l'impression qu'ils perdent un peu leur individualité. Ce qu'ils retrouveraient s'ils étaient dans une start-up, ce qu'ils retrouveraient s'ils étaient dans l'écosystème forcément, mais ce qu'ils retrouveraient si, en tout cas, ils étaient dans un projet qui a du sens pour eux. D'accord. Eh bien, c'est très intéressant tout ça. Merci Antoine pour toutes ces explications. Avant de terminer, je voudrais te poser 3 questions. Tout d'abord, la première, c'est dans quelle société te verrais-tu demain, ou aimerais-tu travailler dans le futur? Et nous expliquer pourquoi, s'il te plaît. Ouais, quand je suis parti de Leroy Merlin, tu vois, j'ai fait le travail aussi. J'ai fait le travail du candidat en me disant, bah, en fait, pour postuler, aujourd'hui, il y a 1000 moyens de le faire. D'accord. Surtout comme j'étais recruteur, j'avais vraiment cette bonne visibilité. Et c'était de savoir bah, comment est-ce que je postule dans des boîtes, est-ce que je postule sur LinkedIn, est-ce que j'active mon réseau, est-ce que je rencontre des gens, etc. D'accord. Et en fait, pour faire ce travail, j'ai vraiment identifié ce qui était le plus important pour moi. Ça fait partie de la boîte à outils dont je parle à mes candidats aujourd'hui. C'est de dire, bah, essayer de trouver 2 ou 3 valeurs qui sont vraiment essentielles. Et tu vois, ça m'a permis de faire un peu le point sur ce que j'avais vécu chez Leroy Merlin, qu'est-ce que j'avais aimé, qu'est-ce que j'avais moins aimé, qu'est-ce qui avait été pour moi source de stress ou de frustration, versus ce qui a été des sources de joie. D'accord. Et du coup, j'ai identifié 2 choses qui étaient vraiment essentielles. C'est la liberté, c'est-à-dire la liberté de faire les choses comme je veux, d'orienter ma semaine comme je veux, de me pointer aux horaires de travail que je souhaite, en fait d'être agile, si tu veux, sur la manière dont je réponds à mes objectifs. D'accord. Donc c'est pas une obligation de moyens, c'est une obligation de résultats. Ça, tu le trouves beaucoup dans l'écosystème, enfin tu le trouves beaucoup dans l'univers startup, tu peux le trouver à d'autres endroits, mais en tout cas ça m'éloignait quand même beaucoup des grands groupes, ça m'éloignait des cabinets de conseil. J'y ai quand même postulé pour voir comment ça marchait. Hein. En fait, tu peux pas critiquer quelque chose que tu n'as jamais vécu de l'intérieur. Bien sûr. Ouais. Donc j'ai rencontré 2 cabinets de conseil, un qui était classique et l'autre qui était plus humain, etc. Ça aurait pu me plaire, sauf qu'en fait ils bossaient pour de la finance et des banques. D'accord. Et donc c'était du 9 à 18 en costume, parce que c'est les règles à suivre. Et je comprenais pas. C'est quoi l'intérêt? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de compétent de venir de 9 à 18 tous les jours, d'être en costume? Enfin, bref. Et la deuxième... Un autre regard. Ouais, la deuxième valeur qui était vraiment essentielle pour moi, c'était bah, aussi cette agilité, quoi, la curiosité. Voilà. D'accord. De dire, bah, vu que mon métier demain, ça va être. Enfin, je savais pas ce que ça serait, mais j'avais envie de faire, par exemple, un podcast. J'avais envie de rencontrer plein de gens, j'avais envie d'aller à des événements. J'avais envie, du coup, j'ai une vraie curiosité, je pense qu'il est insatiable, j'espère. D'accord. et plus je l'anime, plus je la mets en avant, plus je l'utilise, et je me rends compte meilleur je suis dans mon métier, parce que c'est vraiment une des valeurs fortes pour moi. Nous d'avoir fait le travail d'évaluer mes valeurs. Tes valeurs et tes compétences. Plutôt valeurs même. D'accord. Après, oui, forcément, tu prends tes compétences pour dire bah, je peux aller sur ce type de job. Mais ça m'a vraiment orienté sur quel était le type de boîte, quel univers je recherchais, etc. Et donc, je me suis assez naturellement orienté vers les startups, la tech, etc. En l'occurrence, j'ai eu la chance, j'ai activé mon réseau. On m'a dit bah, attends, faut que tu penses à ça, faut que tu rencontres cette personne. Peut-être postule ici, je sais pas trop s'ils ont une offre, mais en tout cas, ça va te plaire. Et donc j'ai rencontré des gens, en fait j'ai rencontré que des gens de mon réseau. D'accord, ok. Très bien. Et attends, pardon, pour répondre à ta question. La question c'était oui. Dans quelle société je savais pas forcément quelle société je voulais rejoindre, mais je te disais, il fallait que ça corresponde à mes valeurs. Et aussi l'idée, à l'époque que j'avais pas identifiée, mais qui en fait est très présente, d'avoir de l'impact, de faire évoluer les choses, de porter un message, fort et d'aider les gens à évoluer sur leurs croyances, sur leurs problématiques, sur leur process. D'accord, ok. Et donc tout ça, donc pour le futur, est-ce que t'as pas défini déjà d'entreprise type ou en fait après c'est peut-être aussi difficile de connaître. En fait, donc là ça fait que 2 mois que je suis chez France Digital. D'accord. Je m'y plais vraiment bien. J'ai des objectifs que je vois à 1 an et demi. D'accord. Si j'y reste plus longtemps, bah, je voudrais mettre de nouvelles choses en place. D'accord. Par rapport à ma mission actuelle, mais bon, je me vois bien rester un petit moment parce que ça répond à mes 3 critères. D'accord.
Mais si tu veux, par exemple, les B Corp, tu vois ce que c'est? C'est un Non. label qui est posé sur certaines boîtes qui ont un vrai impact social. D'accord. Donc j'irai chercher du côté des B Corp, j'irai chercher du côté des boîtes à impact D'accord. pour faire évoluer les choses. Ou alors je me rapprocherai de ma formation de psychologue du travail et je serai en slasher, ou alors à mon compte, en freelance, ou alors en conseil, ou alors en libéral dans un cabinet de psycho, on va dire classique, pour aider les gens à mieux savoir ce qu'ils veulent, se réorienter s'ils sont en réorientation, à bien faire leur CV pour que ça corresponde aux critères des RH et pas à ce qu'eux ont envie de mettre en avant. En fait, si tu veux, à essayer d'améliorer leur parcours pour qu'ils se retrouvent dans leur futur métier. D'accord, ok. Alors tout à l'heure, tu nous parlais, pour revenir à la deuxième question, tout à l'heure, on a compris un petit peu que tu n'étais pas designer au sens propre du terme concevoir ou UI designer, ça on l'a bien compris. Qu'est-ce qui, toi, te différencie d'une autre personne ou par rapport à tes projets, à tes envies? On pourrait peut-être imaginer la question sous cette forme-là. Qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un autre recruteur ou c'est peut-être plus dans ce sens-là, en fait. Ah, c'est intéressant. Déjà, je pense très sincèrement que, encore une fois, plus tu croises les pratiques, plus ta propre pratique s'enrichit. Donc moi, je suis là avec toi, j'ai envie de découvrir beaucoup de choses sur l'UX, je vais continuer tout le temps, je vais essayer d'aller à plus d'événements, à m'enrichir de plein de mouvements qui sont différents. D'accord. Et donc c'est peut-être un peu ma plus-value par rapport au recruteur qui ferait des recrutements et qui est dans son Qui reste dans son univers. Ouais, c'est ça, et il d'accord. est dans son objectif de chiffres et il a un certain nombre de recrutements à faire. Mais du coup, il se pose pas de questions sur comment est-ce qu'il travaille, c'est quoi sa pratique, comment est-ce qu'il peut s'améliorer. Tu sais, il y a un truc, il y a un bouquin qui s'appelle La 25e heure, qui est sur des types de productivité, comment tu améliores tout ça. Mais je crois qu'il dit, si tu passes 1 heure par semaine à améliorer ta productivité, et qu'à chaque fois tu fais même que 1%, t'améliores que 1% de ta productivité de la semaine, à la fin de l'année, tu as gagné une semaine, un truc dans le genre. D'accord. C'est quand même énorme, une Ouais, semaine tout à de fait. plus. Et ben moi je me dis, si je passe à un événement, voilà, c'est ma règle, c'est que j'ai un événement par semaine qui n'est pas dans mon travail. Que ce soit, donc je te disais, des Pas dans ta rencontres. sphère, en tout cas. Ouais, c'est ça. D'accord. Des rencontres sur les bullshit jobs, des rencontres sur un autre métier, des rencontres sur de l'UX, des rencontres sur même des recrutements. Hmm. Mais en tout cas, un élément par semaine qui me permet d'aller voir à l'extérieur de ce que je fais, qui me permet de confronter ma position aux autres et qui me permet de faire évoluer mon métier et de l'évangéliser en plus. D'accord. Ok. Ok, Je sais pas si ça répond à ta question. Si, très bien, si, mais après, ça reste ta réponse. Chacun a ses propres réponses. Je pense que c'est des outils que tu peux utiliser dans tous les métiers en plus. Oui, tout à fait. Oui, je pense que naturellement, il faut diversifier son offre et puis diversifier, élargir ses contacts et élargir sa vision. Je pense que c'est aussi un moyen de, comme tu le disais à l'instant, d'évangéliser aussi. C'est sûr que d'aller dans des événements où, en dehors de ta sphère professionnelle, ça permet aussi de toi de te valoriser, de faire comprendre ton métier, donc d'évangéliser certaines personnes qui connaissent absolument pas du tout ton métier. Je pense que c'est intéressant. Et puis toi aussi, on peut aussi apprendre beaucoup des autres, c'est intéressant. Alors donc la troisième et dernière question avec Antoine, comment vois-tu ton métier dans 10 ans? Je te parlais de peut-être de revenir à un métier plus personnel, d'accompagnement, etc. D'accord, C'est ma roadmap. Ce que je tends à faire, c'est de rencontrer plein de corps de métier, d'accord, d'enrichir ma pratique de plein de choses. Par exemple, en ce moment, je peux te dire, je suis en train de bosser sur l'inbound recruiting. Ça émerge doucement. En gros, c'est comme l'inbound marketing, qui est fait de recevoir des clients de manière naturelle parce que tu es reconnu dans le milieu comme étant une référence. d'accord, Et j'essaye de recevoir, moi, des candidats de manière naturelle parce que je suis reconnu comme étant la porte d'entrée pour l'écosystème. Tu vois. d'accord, Et donc, je vais chercher des pratiques de marketing. Je te parlais tout à l'heure des théories de l'engagement. Je vais essayer de chercher des outils en fait, de plein d'univers, d'accord, de plein de corps de métier, ce qui font que je vais chercher de la vraie compétence, on va dire pure sur un métier, d'un spécialiste, et je regarde comment je peux le ramener sur mon corps de métier. d'accord. Et donc dans 10 ans, j'imagine que mon métier, il sera... En tout cas, la vision que j'en ai, c'est que je serai toujours en train de connecter des gens et des projets. D'accord. Peut-être que je serai business angel, peut-être que je serai dans un fonds d'investissement, peut-être que je serai dans un cabinet de recrutement que j'aurais créé parce que je trouverais que ce sera plus humain. Donc pas forcément dans le milieu RH en tout cas, non? Je sais pas. Si, D'accord. je pense que je ferai quand même toujours de l'accompagnement. D'accord. Le sujet que je trouve le plus important, qui est toujours central dans ma pratique, c'est l'homme.
parce que les problématiques des gens, ça me passionne. Le fait qu'ils ont un potentiel de croissance d'évolution qui est généralement très supérieur à ce qu'ils pensent, c'est aussi très très intéressant. Je suis arrivé en psycho à la base, c'est la petite anecdote, parce que je voulais sauver des familles. D'accord. Donc je pense que quand j'aurai passé 50 ans, je me poserai aussi la question de savoir comment j'accompagne des gens aussi sur leurs problématiques perso. C'est une manière de... Si tu vas mal au boulot, ça se reporte sur ta vie perso, et parfois c'est dû à ta vie perso. Et donc tu te rends compte que si tu veux vraiment aider les gens, et que tu les forces à faire ce travail de « ok, c'est quoi mes valeurs principales, c'est quoi ce que je veux faire dans la vie, etc. » Parfois, et souvent, en fait, ça influe énormément sur ce qu'ils sont, et du coup ce qu'ils font au niveau perso. Je pense que dans 10 ans, ou à plus long terme, je vais rejoindre les deux. Dire, bah ok, je vous aide, pas du coaching parce que j'aime pas ce mot, mais je vous aide à trouver un emploi, à trouver ce qui est vraiment important pour vous, et donc peut-être que ça va vous donner des clés de lecture pour votre vie perso. D'accord. Après, soit on fait le travail ensemble, parce que je me sens outillé, et parce que j'ai la légitimité, ce que je n'ai pas encore aujourd'hui, parce que tu es psychologue, que tu peux gérer tous les problèmes. Bien sûr. Ou soit je vous oriente vers des collègues, mon réseau, des gens que je connais qui correspondraient moins à ce que vous cherchez. D'accord. Tu vois, j'ai une idée de boîte, je la lance comme ça, si quelqu'un veut le faire dans les auditeurs, n'hésitez pas à me contacter, mais c'est de faire une sorte d'annuaire des psychologues, comme Doctolib, mais en disant... avec un mini questionnaire d'introduction en disant sur quel sujet vous avez envie d'évoluer. Est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est votre sexualité, est-ce que c'est la définition de ce qui est important pour vous, etc. Et en fonction des différentes réponses aux questions qu'on pourrait poser, on orienterait les gens vers des gens précis, tu vois. D'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, si tu pars du besoin, quand tu es client d'un psychologue, au début, tu es un peu paumé. Bien sûr, et donc ton premier levier, c'est de dire est-ce que dans mes proches, j'ai pas quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un ou quelqu'un qui est déjà allé voir un psy, et généralement tu vas voir la première personne qu'on te propose. C'est pas je sais pas si c'est pertinent, je sais pas si ça se trouve ce sera la bonne idée, parce qu'aussi quand on te la propose, on se dit bah pour toi ça va bien aller. Pour autant, c'est peut-être pas la bonne personne que tu as besoin d'aller voir. Absolument, tout à fait, ouais. D'accord. Eh bien, merci. Je vais donc te laisser la conclusion, Antoine, à cet épisode. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu as appris, ce que tu as envie de... quelle est ta conclusion, pardon? Du coup, par rapport à mes erreurs, c'est ne jamais oublier de faire du test continu à chaque fois que vous implémentez un nouveau truc sur l'existant versus ce que j'essaye de mettre en place. D'accord. Et ne pas attendre d'avoir fini pour se poser ces questions. Donc ça, c'est au niveau utilisateur. Et sinon, c'est un message plus perso qui correspond à mon job. C'est de dire, si vous vous retrouvez dans mon discours, si vous pensez qu'aujourd'hui, vous savez pas très bien où vous allez et que vous souhaitez trouver peut-être des nouvelles opportunités et des nouvelles choses, je suis désolé, je fais un peu ma pub, mais je suis très accessible sur LinkedIn. Antoine Chauffru, très facilement trouvable, et ce sera avec plaisir qu'on en parle, même si c'est pas pour vous changer, même si c'est pas pour vous revenir dans un de nos métiers, c'est de se dire comment vous définissez ce qui est important pour vous aujourd'hui. D'accord, ok. Eh bien, donc, merci beaucoup Antoine pour cette interview. On a passé presque un peu plus d'1 heure. C'était vraiment très sympa. Le sujet, c'était donc le Candidate Experience. Et donc, c'était avec Antoine Chauffru. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Laurent, c'était un régal. Merci en tout cas. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine interview. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt.